Donc on a essayé d'organiser pour vous un spectacle de gladiateurs tel qu'il pouvait avoir lieu effectivement dans l'Antiquité il y a 2000 ans. Pour commencer, un défilé des gladiateurs et des participants qu'on appelle une pompa. La pompa, c'est le défilé inaugural, celui qui permet de présenter les différents gladiateurs, leurs catégories, le magistrat évidemment qui donne les jeux, qui les offre sur ses deniers, mais parfois avec le concours d'une prime relativement importante qui lui est cédée par le pouvoir romain dans ce but uniquement. Donc vous allez voir dans cette pompa le magistrat, ensuite les arbitres, les porteurs de brancards, parce qu'on porte aussi des divinités sur, en présentation, et ensuite vous aurez les gladiateurs et puis le personnel des arènes. Vous verrez que ce personnel est utile puisque c'est lui qui aide, ce sont les petites mains qui vont aider à ramasser les armes, à équiper les gladiateurs, etc. et surtout à sortir les gladiateurs vaincus. Alors, vous connaissez tous la gladiature, en tout cas par certains clichés, certaines gestuelles en tout cas. Cette gestuelle, vous la connaissez tous, c'est le geste du pouce levé ou du pouce baissé. Vous connaissez tous. Eh bien, vous allez l'oublier, celle-là. Vous criez mité à la fin du combat si vous êtes satisfait de la prestation du vaincu et si vous souhaitez qu'il reparte debout. Mité, ça veut dire ça, qu'il reparte debout. Donc, vous allez crier mité. Au contraire, si le gladiateur vous a déplu, si vous avez estimé sa prestation insuffisante, vous allez faire le geste inverse, c'est-à-dire la main tendue vers le sol, le doigt, et vous allez crier Yugula, qui veut dire tout simplement égorge-le, Yugula, Yugula. Ah oui, on verra si vous êtes un public sadique ou pas. Alors on va accueillir le premier duel, qui est un duel de provocateurs. Alors les provocateurs, c'est une catégorie de gladiateurs qui existe depuis au moins le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, puisque l'orateur Cicéron en parle. Et ce sont des gladiateurs, vous voyez, qui sont appariés. C'est-à-dire que c'est la même paire de gladiateurs. C'est le même gladiateur qui combat par paire, plutôt. Pugnate, ce qui signifie combattre. Alors les gladiateurs d'Ars Dimicandi combattent avec des armes métalliques. Aucun des coups qui sont donnés maintenant ne sont chorégraphiés, scénarisés. C'est tout l'avantage d'un groupe comme celui d'Ars Dimicandi de reconstituer les techniques à partir des armes. On ne manie pas un grand bouclier comme on manie un petit bouclier. Vous voyez les coups de tranche qui sont donnés avec les boucliers. Le bouclier dans la gladiature, c'est l'arme principale. Voilà, on essaye de déstabiliser et de trouver une faille. Voilà. Alors je peux vous dire que le casque, c'est dans les 4 kilos, un coup de bouclier peut avoir un impact terrible. Donc les vertèbres morflent beaucoup, comme on dit trivialement. Voilà, très beaucoup. Ce provocateur a été touché au dos. Donc on communique avec des pancartes. Voilà, par exemple, perseverare, ce qui veut dire il faut que le combat continue. Vous voyez donc cet esclave qui brandit sa pancarte avec la consigne de l'éditeur. N'hésitez pas à les applaudir. Hein. Imaginez un stade de football, le public, il crie, il hurle, il applaudit, il chante. Dans la gladiature, il y a des préférences pour les petits boucliers et les grands boucliers. Comme aujourd'hui, on crierait les bleus ou les verts. À l'époque, c'est les grands boucliers contre les petits boucliers. C'est dire aussi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le bouclier, c'est l'arme principale. Oula. Alors ces coups hein, sur la tête peuvent être terribles. Voilà, touché sur la ceinture, si je puis dire. Alors avec des armes métalliques comme ça, je peux vous dire qu'ils reviennent chez eux complètement couturés. Voilà. Il lâche ses armes. Donc là, il abandonne ses armes. L'éditeur se tourne vers vous et en fait, il voudrait avoir votre sentiment. Est-ce que ce gladiateur a bien combattu? Est-ce qu'il doit sortir? Est-ce que ça sera mité? Ou est-ce que ça sera Yugula? Stop.
On n'entend rien. On va faire uniquement d'abord ceux qui veulent qu'ils sortent Mité. Qui est pour Mité? Très bien. Qui est pour Yugula? Ah, je crois que ça sera Mité, moi, me semble-t-il. Allez, les dicteurs, on pose debout. Mité. Voilà. C'è una cosa particolare, che quando un essere umano normale, non pazzo, vede soffrire un altro essere umano, si identifica con questo altro essere umano e noi cerchiamo questa identificazione del pubblico nei nostri confronti, mentre noi aspiriamo, vorremmo divenire il pubblico che guarda il nostro stesso combattimento, vederci da fuori, mentre il pubblico vede il combattimento da dentro, in simbiosi, pubblico e combattente. Les ministries portent le nom du combattant avec le palmarès. Alors si par exemple je vous le décris, le train s'appelle Astyanax et je n'ai pas vu le reste. Voilà, il appartient, vous voyez les initiales SEN, ce qui veut dire qu'il appartient à l'école de Sénilius, parce qu'il fait partie du caserne d'une école, et le chiffre 9 en chiffre romain veut dire qu'il a fait 9 combats. Ce qui ne veut pas dire qu'il a été vainqueur 9 fois, c'est qu'il a fait 9 combats et qu'il a pu être gracié. En face, le Plomac s'appelle Valerius, il appartient à la même école, c'est de Sénilius, et il a 6 combats. Donc le Thrace, vous voyez, a des grandes jambières, parce qu'il nécessite d'être protégé sur une plus grande distance, parce qu'il n'a qu'un tout petit bouclier. Son arme de prédilection, c'est ce qu'on appelle la sika. C'est une arme avec une lame courbe. Le Thrace est toujours reconnaissable au signet qui surmonte son casque et qui est terminé par une tête de griffon, qui est un animal mythologique. En face, vous avez donc le Plomac, qui lui aussi a un petit bouclier, donc de grande jambière, et puis un bouclier hémisphérique, qui est très handicapant puisqu'il lui empêche de tendre le bras. Donc c'est pour ça qu'il a une arme longue pour tenir son adversaire à distance. Et lui, il a aussi une deuxième arme pour rétablir un petit peu l'équilibre, qui est donc un glaive court. Les panoplies qui sont présentées là sont reproduites fidèlement d'après des pièces archéologiques découvertes dans la caserne des gladiateurs de Pompéi. On le fait faire par des artisans, soit en Inde, soit en Tchécoslovaquie surtout, parce qu'ils sont plus doués pour ça. Et donc c'est d'après des modèles de fouilles. Sur des modèles que vous leur envoyez ou bien vous allez voir vous-même C'est des modèles qu'on a retrouvés donc à Pompéi, qu'on a pris des photos, soit au musée, soit des iconographies qui existent. Et à partir de là, nous on a redessiné des plans et on leur envoie d'après les modèles existants et nous le refont à l'identique. La gladiature, c'est pas simplement un combat au hasard, c'est vraiment un sport. Les gladiateurs sont des sportifs entraînés et c'est vraiment de l'escrime très bien étudié. Donc pour enlever toutes les idées qu'on voit, où on met des gens dans l'arène, on leur donne des armes et battez-vous n'importe comment, non. Ils sont entraînés pour ça, ils sont payés pour ça, ils font ça toute la journée. Vous allez voir apparaître le gladiateur, le sécoutor. Le sécoutor est une évolution du vermillon qui va être opposé au gladiateur avec un filet et un trident. Alors ce duel est le plus populaire à partir du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'à la fin de l'Empire romain. Les Romains se passionnent pour le combat de sécoutor de presse et de l'héritière. Vous voyez, on s'en sert aussi pour fouetter, pour essayer d'accrocher quelque chose. Également le bouclier pour le forcer à se découvrir. Attaque fulgurante du sécoutor qui a touché son adversaire. Bien jeté. Le sécoutor à la fin signifie le coup suivant. Le sécoutor a été touché dans le dos. Vous le verrez, la technique d'attaque de laitière consiste à avoir toujours un petit peu le buste tourné dans le sens opposé pour mieux
fuir. Alors il n'y a pas à lâcher, c'est juste la technique, parce que comme vous voyez, il est quand même en continu. Il s'aligne un peu avec sa monnaie. Et il continue. Là, il est vraiment en fâcheuse position. Normalement, ces chances aujourd'hui sont infimes. Et Carius abandonne. Alors. C'est sans doute de ma faute parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il était radin et je pense que là il veut montrer le contraire. Je suis désolé, Carius. Vous voyez comment le gladiateur tient la cuisse de son adversaire et c'est un peu son barreau d'honneur. Il ne va jamais rechigner à mourir. C'est pas ce que vous vouliez? Vous vouliez pas du sang? Il gladiatore deve ascoltare la gente, combattere per la gente deve capire il gladiatore, soffrire insieme al gladiatore e partecipare della sua azione, del suo eroismo, della sua voglia di continuare a combattere nonostante il dolore, la sofferenza, la fatica. Attraverso questo si crea quello che era il miracolo della gladiatura, ovvero il miglioramento dell'uomo che passa attraverso la morte alla risurrezione, in fondo. Quindi la morte spirituale per risorgere un uomo diverso, più forte e che partecipava della sua forza tutta la gente che era coinvolta nel rito, nella ritualità. Questa è la grande differenza fra la gladiatura romana, che era molto spirituale, e la gladiatura greca sportiva o la gladiatura etrusco-campana invece funeraria e celebrativa. Quindi l'evoluzione romana è un'evoluzione in senso divino, un'evoluzione che porta a un'elevazione del gladiatore a un ruolo più importante. Nous allons assister à un autre duel, qui est celui d'un Myrmio. Donc là, les équipements ont un petit peu évolué, nous sommes au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Donc l'homme au bouclier bleu, le grand bouclier bleu, est un Myrmio. Et en face, nous avons un Thrax, le Thrace, donc avec ce petit bouclier carré. Pugnate. Vous comprenez à quoi sert les collerettes des casques très larges qui protègent le cou, les épaules, parce que les coups qui viennent d'en haut sont déviés. Allez, on les encourage. Les gladiateurs ont besoin de la foule. C'est ce qui les motive. Sans foule, il n'y a pas de spectacle de gladiateurs. C'est ça, allez. Vous voyez à quel point les hommes sont obligés de venir au contact l'un de l'autre. Donc nous ne sommes pas dans ces combats chorégraphiés du cinéma avec des grands moyens d'épée, ces cascades. Et le Myrmillon avec son grand bouclier lui reste souvent très droit, c'est un petit peu une tour, comme une tourelle de char qui pivote, et c'est aux Thraces de venir chercher la faille. Io sono sempre stato appassionato di arti marziali e come tutti hanno praticato le arti marziali orientali, ma ho sempre avuto una grande passione per la storia antica e romana in particolare. E ho sempre coltivato l'idea di poter riscoprire le arti marziali occidentali, antiche. E questo è quello che è successo grazie a un grande lavoro di collaborazione con professori, con i musei, con il mio gruppo.
siamo riusciti attraverso l'archeologia sperimentale a ricostruire in 17 anni non solo le armature ma anche il modo di combattere sia dei gladiatori, sia dell'esercito, sia dell'atletica antica, la lotta, il pugilato, il pancrazio. Questo è l'unico tipo di pugilato C'est le seul type de boxe che si può fare anche a mano aperta, qu'on peut faire aussi avec la main ouverte, come un gioco, comme un jeu. e il pugno è sostituito dalla mano aperta. Et le poing peut être substitué par la main ouverte. E poi vedremo invece lo stesso pugilato a mano chiusa. Et on voit aussi la même boxe avec les poings fermés. Dovete sempre ricordare Vous devez toujours rappeler che questo comunque è un tipo di pugilato nato in situazioni militari. que c'est une boxe qui est née dans une période militaire. L'archeologia sperimentale è una scienza riconosciuta. Noi siamo stati i primi a applicarla proprio al settore armato dell'antichità attraverso degli atleti, attraverso combattimenti veri a contatto pieno con armi di ferro e quindi nell'insieme attraverso la sperimentazione e le fonti siamo riusciti a fare un lavoro molto puntuale, molto preciso. Donc vous voyez, dès qu'il y a un incident, on a les personnels d'arène qui interviennent pour aider les gladiateurs à se relever, pour leur apporter un peu d'eau, pour mettre une protection qui s'est déplacée, comme c'est le cas. Alors dans une journée de jeu, le Munus, dont j'ai parlé tout à l'heure, on dit Munera au pluriel en latin, il y a le matin traditionnellement des chasses contre des animaux sauvages. Durant ces chasses, il est possible qu'il y ait des mises à mort de condamnés de droit commun, ou peut-être de chrétiens, du moment où il y a des persécutions chrétiennes qui sont, on va dire, alors qui ne sont pas anecdotiques dans l'histoire parce qu'elles ont existé, mais ce n'est pas non plus ce qu'on a imaginé. Donc on livre par exemple des condamnés au four. À midi, on a aussi encore des exécutions publiques. C'est pour Rome une façon de témoigner publiquement de la justice impitoyable. Ça a une valeur d'exemple. Et les combats de gladiateurs n'ont lieu que l'après-midi. Chaque combat de gladiateurs succède à un autre combat. Ce ne sont jamais des combats simultanés, ou très rarement. Il existe quelques formules où on a plusieurs paires de gladiateurs qui s'affrontent, ou qui s'affrontent en bande, mais c'est assez rare. Ce sont toujours des paires qui se succèdent. Voilà. L'un des galus, un des galli, galus au singulier, et des fusées. Voilà, il tend le pouce, il demande la mission. Que dit le peuple? Bon, on va recommencer comme tout à l'heure. Qui est pour Yugula? Qui est pour Mité? Mité. Qu'il reparte debout. Nous avons aujourd'hui un public clément. Je crois que l'avantage a été de parler juste. Jeter son adversaire. N'oubliez pas que même s'ils ont l'air à moitié nus, leur équipement, quand on tombe avec, ça peut faire très mal. Et Antaïos a vaincu. Ursus est vainqueur. Je peux vous dire qu'Antaïos a rarement connu la défaite. Donc ça va lui faire tout drôle. Alors que dit le public? C'est qui Yugula? Ah, c'est pareil, hein. Oh, l'éditeur dit Yugula. Antaïos
sortira pas vivant de l'arène. Au grand plaisir d'Ursus. Évidemment, Cartu, là, on le tue. Voilà, les gladiateurs se respectent. On tue un frère hein, dans ces cas-là. Vous avez vu, Antaios a pris la main de son adversaire pour la conduire de l'endroit vers le cœur. Le ministre y arrive, on va se débarrasser d'Antaios. Si c'était un esclave, il finira sans doute à la fosse commune. Les gladiateurs sont des vedettes, et ce sont aussi des gens qui sont unis. Pour les Romains, c'est la vie de l'humanité. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un métier pour beaucoup d'esclaves, et puis aussi parce que c'est un métier où on verse le sang humain. Et cette activité souille le meurtrier. Adieu Antaios. Pour la prochaine. Et Ursus, pour son dernier combat, reçoit la Rhodis, qui est donc l'épée de bois qui l'affranchit, qui le libère, c'est sa libération. Libération.